Je me souviens du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres du gymnase, dessinant des motifs dorés sur le parquet ciré tandis que je prenais place dans les gradins. Les murmures des familles et des amis montaient comme une marée, couvrant les battements réguliers de mon cœur contre mes côtes. 14 ans de ma vie. Les cours d'école sous la bruine et la chaleur. Les bougies d'anniversaire vacillant sur les tables de cuisine. Les couloirs de l'hôpital à minuit et à l'aube. Les chèques de loyer soigneusement pliés dans des enveloppes. Les prières murmurées avant le coucher pour 2 enfants, peu importe leur sang, avaient conduit à ce moment. Aujourd'hui, il serait diplômé. Aujourd'hui, il parlerait. Aujourd'hui, il remercierait tous ceux qui comptaient. Et puis, il montrerait enfin au monde qui ne comptait pas. Ma belle-fille Alissa, grande dans sa toge et son chapeau, s'avança la première, les épaules droites, le menton haut. Je me suis levé un instant, j'ai applaudi un peu, j'ai souri comme un homme fier de ses enfants, même si j'avais la gorge serrée. Le gymnase se tut lorsqu'elle leva le micro. À cet instant, ses yeux parcoururent la pièce, croisant les miens l'espace d'un instant, juste assez longtemps pour que je puisse imaginer qu'elle pourrait me surprendre par sa gratitude. Puis, passer à autre chose. Merci à tous nos professeurs, à nos amis, et surtout à tous ceux qui nous ont soutenus, commença-t-elle d'une voix ferme. Ma poitrine se gonfla à l'évocation de ceux qui nous ont soutenus, dont moi. Mes paumes me démangeaient, mes doigts se crispèrent autour d'invisibles factures que je n'avais jamais demandées. Maman, merci pour ta force. Applaudissements, papa. Elle marqua une pause et, à la seconde où cela se produisit, le monde sembla basculer. Merci d'être là. J'éprouvai un étrange soulagement mêlé de fierté jusqu'à ce qu'elle termine sa phrase. Mais surtout, merci à notre vrai Père, celui qui nous portait dans son sang, et pas seulement sur ses épaules. On t'aime, Trevor. Le halètement fut simultané. Une chaise racla. Une rose basse tomba des gradins. Je suis resté debout, j'ai applaudi plus fort, j'ai esquissé mon plus grand sourire, comme si ces paroles étaient une plaisanterie que je n'avais pas bien saisie. Mon esprit tourbillonnait, repensant aux milliers de fois où j'étais arrivé avec les genoux écorchés, les boîtes à lunch à moitié englouties, les expositions scientifiques organisées à minuit, les voitures en panne et les cœurs brisés sauvés quand leur mère travaillait tard. J'ai souri si fort que mes joues me faisaient mal. J'ai levé mon chapeau à Trevor, qui s'était affalé du dernier rang comme s'il franchissait une ligne d'arrivée invisible. Soudain, la cérémonie a repris. L'oratrice suivante s'est éclaircie la gorge, et je me suis assise, le cœur battant à tout rompre. J'ai entendu Carmen murmurer quelque chose à son ami, mais je m'en fichais. Le monde se réduisait aux 2 visages sur scène et à l'écho du « perdant » qui semblait résonner dans mon crâne. Plus tard, lorsque la cérémonie s'est terminée et que les casquettes ont plané comme des oiseaux au-dessus des poutres du toit, j'ai suivi la foule vers les sorties. Les parents se pressaient, embrassant les diplômés, essuyant leurs larmes, prenant des photos. Alissa et Jordan se dirigèrent vers Carmen et Trevor, les bras déjà tendus vers le téléphone qui immortaliserait des retrouvailles qui se préparaient depuis des décennies. Je passai devant eux, clignant des yeux face à l'éclair de sourire, sentant le craquement silencieux de quelque chose en moi. Ce n'était pas de la rage. C'était un vide profond. J'avais payé les factures, conduit tous les covoiturages, retenu mes larmes à l'hôpital. Pourtant, ici, j'étais invisible. Mon reflet dans les portes vitrées ressemblait à celui d'un homme qui avait vécu toute une vie pour l'avoir réduite à néant en 7 mots. Je traçais le contour de mes mains le long de mon corps, me rappelant que ces mains n'étaient pas vides. Ils avaient préparé des dîners, réparé des vélos, fait leurs devoirs en larmes. Mais personne n'entendit leur histoire aujourd'hui. Personne ne l'entendrait. Des semaines plus tard, je reverrai ce moment autour d'un café dans ma cuisine silencieuse, la lumière du soleil dansant sur ma tasse comme pour se moquer de moi. Je laissais mes yeux se fermer et imaginais les applaudissements. Imaginais la voix d'Alissa ajoutant « Et merci à l'homme qui ne nous a jamais abandonnés ». Mais chaque fois que mes yeux s'ouvraient sur le vide, aucun applaudissement, aucune gratitude, seulement le silence. Quelque part dans ce silence entre ces mots et mon sourire, quelque chose de fondamental changeait. Le lendemain matin, j'enfouissais ma douleur sous des conversations polies. Je remerciais les gens pour leurs félicitations. Je continuais à respirer, mais une partie de moi avait craqué. Un craquage discret, sans tambour ni trompette, comme une brindille qui se brise au cœur de la forêt. Et je savais déjà à ce moment-là que l'homme qui payait les factures était parti. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Forgé dans cet instant haletant où l'amour et la reconnaissance divergeaient,
et où je découvrais ce que c'est que d'être anéanti par les mots prononcés par ceux qu'on a élevés. Je n'étais pas sur les photos de famille. Et cette omission me faisait plus mal que toutes les insultes qu'il m'avait lancées. Derrière l'objectif, je regardais Carmen positionner Alyssa et Jordan entre elle et Trevor, créant une image conforme à l'histoire qu'elle préférait. Je m'étais habitué à être l'homme de l'arrière-plan. Celui qui trimballait des plateaux de collation aux réunions après l'école, qui s'agenouillait par terre pour aider aux devoirs de maths, qui veillait tard pour repasser les uniformes pour la photo, sans jamais vraiment faire partie du tableau. Cet après-midi-là, je me suis glissé dans la foule au fond de la salle de cérémonie, ajustant le pli de ma cravate, sans que personne ne me demande pourquoi je m'y accrochais. Les portraits accrochés au mur arboraient son visage souriant à côté du leur. Mais le mien avait été effacé depuis longtemps. J'éprouvais une douleur chaque fois que je revoyais les vieux clichés. Mon bras autour des épaules de Jordan à la foire scientifique. Alyssa et moi, rayonnantes devant son premier trophée, coulé en bronze, encore chaud de la fonderie. Ces moments étaient aussi les miens, mais ils n'étaient jamais annoncés comme tels. Dehors, le rire de Carmen résonnait comme des cloches dans le hall tandis qu'elle félicitait Trevor d'avoir enfin pris la parole. Il se tenait raide comme s'il portait une peau empruntée, la posture rigide, et s'entraînait devant l'objectif. J'ai observé leur retrouvaille avec un sourire si mesuré qu'il me semblait prothétique. J'avais arboré ce même sourire d'innombrables fois. À mes arrivées au match de foot, au entraînement de baseball, au récital de piano, aux cérémonies de remise de prix scolaires. Partout où j'allais, j'arrivais tôt et je restais tard. Mais lorsque ces clichés étaient soigneusement recadrés pour les réseaux sociaux, mon visage finissait toujours par se retrouver au bord, à moitié caché par le cadre. Sur ces images, j'étais le bouc émissaire, le figurant silencieux dans le rôle principal de quelqu'un d'autre. Je ressentais ce picotement familier dans ma gorge, celui qui remontait lorsque je réprimais une émotion indésirable. J'avais appris très tôt dans notre mariage à ravaler la douleur de l'exclusion et à continuer. Après tout, Carmen m'avait choisi. Elle m'avait épousé alors que ses enfants étaient tout petits, et elle avait besoin de quelqu'un de fiable. Tel avait été le contrat, les aimer comme les miens, sans poser de questions, et en retour, j'aurais une famille. Au lieu de cela, j'étais devenu gestionnaire immobilière pour mes caprices, banque pour les caprices de deux adolescents, et l'intrus occasionnel qui ne réclamait la paternité que lors des jours marquants. Jordan passa une main dans ses cheveux et me fit signe de la main depuis l'autre côté du hall. Il avait cette même inclinaison malicieuse de la tête que sa mère avait, un rappel de son enfance lorsqu'il se cachait derrière moi lors des fêtes et s'accrochait à ma jambe dans les pièces bondées. Je lui fis signe de la main en retour, puis me forçai à regarder ailleurs. Je ne voulais pas qu'il voie la déception dans mes yeux. Au lieu de cela, je laissai mon regard dériver sur les rangées de planches à mortier décorées, empilées dans un présentoir improvisé. Chacune était une promesse d'avenir à réaliser. Je me souviens avoir accroché ces casquettes sur un tableau en liège à la maison, une pour chacun de leurs anniversaires, chacune décorée de blagues et de personnages de dessins animés. Nous passions nos dimanches après-midi à les décorer de paillettes et de blocs de construction adhésifs. Mon idée pour leur remonter le moral quand le collège devenait difficile. Ces casquettes étaient exposées ici, exposées à la vue de tous les parents, mais c'étaient des trophées pour quelqu'un d'autre. Carmen me dépassa dans un tourbillon de mousseline pastel, sa peau d'albâtre luisant sous les néons. Elle m'adressa un sourire crispé, un sourire qui avait un effet sous-jacent. Je m'étais exercé à interpréter ce sourire pendant des années. Parfois, il exprimait la fierté, parfois la culpabilité, et parfois le soulagement d'avoir une partenaire qui faisait le gros du travail sans se plaindre. Aujourd'hui, c'était comme des excuses tacites. Je lui ai rendu son sourire d'un hochement de tête qui signifiait « je te vois ». Même si je doutais qu'elle le veuille vraiment. Plus tard, lorsque le hall se vida et que le personnel d'entretien commença à apporter des seaux de serpillière, je me suis éclipsé par une porte latérale pour entrer dans le garage où je garais ma voiture. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les vitres poussiéreuses, emportant des nuages de poussière qui volaient comme une neige tombée par inadvertance. Le garage sentait l'huile et le vieux carton. Des boîtes de souvenirs, des albums remplis de dessins au crayon, des trophées ternis par le temps, les programmes de chaque récital s'alignaient sur les étagères. Je passais du doigt une boîte étiquetée, projet d'Alyssa de 2009 à 2016, et une autre, jour marquant de Jordan. Chacune contenait un petit univers de ma dévotion. J'ai fermé la porte derrière moi et appuyé la tête contre le métal froid, expirant jusqu'à ce que les muscles de ma poitrine se détendent. Je me suis souvenu du premier projet scolaire que Carmen m'avait remis, un volcan de papache avec de la lave rouge vinaigrée bouillonnante.
J'étais resté éveillé toute la nuit à mélanger de la pâte à fleurs, à peindre les bords du cratère et à attacher de minuscules fils pour l'effet d'éruption. Alyssa m'avait serré fort dans ses bras le lendemain matin. Ses taches de rousseur violette scintillante maculaient ses joues. Jordan m'avait tapé dans la main lorsque sa voiture du Pinewood Derby avait remporté la 2e place. Seulement 2e, avait-il plaisanté, et je lui avais ébouriffé les cheveux avec fierté. Dans ces moments-là, je n'étais pas un remplaçant. J'étais père. Pourtant, là, seul, comme si ses souvenirs appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ouvris une des boîtes et passai mes mains sur la reliure souple des albums. Les pages crépitèrent quand je les tournais. Il y avait des photos de mon bras autour d'Alyssa lors de son premier récital de danse, sa jupe virevoltant comme des pétales en fleurs. Là, Jordan timide derrière moi lors de la journée des carrières. Moi, soutenant son panneau d'affichage face au professeur. Chaque cliché avait capturé la même vérité. J'étais présent quand ils avaient besoin de moi. Mais les années de silence, les invitations ignorées, la froideur de l'exclusion, avaient dépouillé ces moments de leur pouvoir. Aujourd'hui, je réalisais que le silence pouvait être instrumentalisé. Je jetai un coup d'œil à ma montre. Le soleil avait baissé et les lumières du garage bourdonnaient au-dessus de ma tête. Je pris mon téléphone, les pouces au-dessus du numéro de téléphone de Carmen. Je pouvais l'appeler, lui demander des explications, exiger le respect. Je pouvais laisser éclater ma colère, combler le vide de l'invisibilité par une indignation vertueuse, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, je me suis retourné et j'ai quitté le garage sans même un regard en arrière, portant avec moi le poids de chaque sacrifice invisible. Tandis que je marchais vers le soleil couchant, les boîtes de souvenirs reposaient derrière moi dans un silence poussiéreux. J'ai su à cet instant que j'étais venu pour une famille qui ne voulait pas vraiment de moi. Et pour la première fois, j'ai ressenti la liberté de m'éloigner. Je ne savais pas ce qui allait suivre, mais je savais que je ne me contenterais plus jamais de rester en retrait. Ce soir-là, la maison était silencieuse tandis que je montais l'escalier, chaque pas résonnant dans les pièces chargées de souvenirs que je portais seul. La lumière du couloir éclairait la porte de notre placard. Et je me suis arrêté, effleurant le cadre de mon épaule comme si je me préparais à une intrusion que j'attendais depuis des années. Derrière cette porte se trouvait le coffre-fort, notre coffre-fort, la banale boîte en acier qui était devenue le coffre-fort silencieux de ma dévotion. J'ai éteint la lumière du couloir et refermé la porte de la chambre, laissant le monde des rires et du chaos de la rentrée étouffé par une fine barrière de bois. Dans l'obscurité de notre chambre, j'entendais le bourdonnement nocturne de la télévision de Carmen, la douce mélodie d'un rire de sitcom qui flottait entre les murs. J'inspirais lentement, goûtant la légère odeur de son parfum dans l'air. Et l'espace d'un instant, je songeais à faire demi-tour, à m'excuser, à expliquer que j'avais le cœur lourd, mais que mes intentions avaient toujours été pures. Au lieu de cela, je me dirigeais vers le placard et actionnai l'interrupteur qui alluma la petite ampoule au plafond. L'écran numérique du coffre-fort brillait en rouge, comme 2 yeux vigilants attendant d'être ouverts. J'appuyai sur les boutons familiers. D'abord le 3, puis le 7, puis le 1, puis le 4, le code que j'avais mémorisé par cœur après une nuit passée à croire que je faisais le bon choix. La serrure claqua et la porte s'ouvrit sur des gonds silencieux. À l'intérieur se trouvaient 5 années de mon sacrifice silencieux, des liasses de chèques de primes de nuit au bureau. Les pages impeccables de mes remboursements d'impôts annuels soigneusement pliés dans des enveloppes en papier craft. La trace écrite de chaque journée supplémentaire que j'avais prise lorsque les prêts étudiants se profilaient à l'horizon. Il y avait le chèque que j'avais préparé 6 mois plus tôt pour les frais de scolarité du premier semestre d'Alyssa. Le chèque que j'avais imprimé dans un moment d'espoir, soigneusement adressé de ma main soignée. Je me souvenais de la fierté que j'avais ressentie, imaginant le soulagement qu'elle ressentirait en voyant cet argent qui attendait pour lui ouvrir un avenir qu'elle avait gagné. Mais ce soir-là, ce chèque reposait parmi ses semblables, aussi froid et insignifiant qu'un billet pour une fête. J'ai plongé la main à l'intérieur et j'ai soulevé la pile, mes doigts effleurant le bord des enveloppes portant des noms et des numéros que je ne reconnaissais plus comme les miens. Mon cœur palpitait comme un animal blessé, et il était étrange de tenir la preuve même de mon dévouement comme un objet à jeter. J'ai déposé la collection par terre dans le placard et j'ai pressé une main contre ma poitrine, sentant le pouls sous ma paume. Le sang qui avait autrefois alimenté chacun de mes actes de gentillesse chantait maintenant une autre mélodie. Une mélodie de résolution tranquille qui murmurait « assez ». Mes mains tremblaient, non pas de chagrin, mais de la froide certitude d'une décision prise il y a longtemps. J'ai tendu la main vers le chèque imprimé, libellé Alyssa Carter, fonds d'études. Je l'ai retourné pour étudier son nom.
Les courbes douces de son écriture, Alyssa Carter, frais de scolarité automne 2025. J'entendais presque sa voix lire ces mots, imaginant le soulagement qui l'envahirait en voyant le dernier versement arriver sur son compte. Mais ce moment n'arrivait pas. Avec un calme délibéré, j'ai remis le chèque dans son enveloppe, je l'ai scellé, puis j'ai rassemblé toutes les enveloppes dans ma main. J'ai fait un pas en avant, refermant la porte du coffre-fort derrière moi et saisissant le code à l'envers, l'affichage rouge clignotant jusqu'à ce que la serrure se verrouille et que la porte en acier se referme. J'ai quitté le placard, emportant les enveloppes dans le couloir comme s'il s'agissait d'un précieux trésor. Dans la chambre d'enfant, plus une chambre d'enfant, mais la pièce où Léa avait été bordée à la lueur des bougies. Je me suis arrêté. Le berceau avait été retiré depuis longtemps, remplacé par un bureau où Carmen et moi l'avions aidé en algèbre. Il y avait maintenant des cartons empilés pour les dons. Je déposai les enveloppes sur le bureau, la pile s'élevant comme un monument aux promesses non tenues. Dans la cuisine, le ronronnement discret du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge du four marquaient les secondes qui passaient. Je m'affaissai sur un tabouret près de l'îlot central, l'enveloppe étalée devant moi comme les carreaux d'une mosaïque de trahison et de sacrifice. Je repensai à Carmen, là-bas, souriant à Trevor comme si les 14 dernières années avaient été une aventure commune, et non une série de dettes impayées de ma part. Je repensai à Jordan et Alyssa à l'orientation, confirmant les affectations en résidence, riant avec de nouveaux amis comme si le monde leur avait toujours appartenu, comme s'ils n'avaient jamais eu besoin de moi. Ma main plana au-dessus de la pile, puis, d'un seul geste, je fourrai les enveloppes dans le profond tiroir central de l'îlot central, hors de vue et hors de l'esprit. Je refermai le tiroir, l'enveloppe toujours à l'intérieur comme un secret enfoui dans un placard. Je me levai et me servis un verre d'eau, les glaçons tintant en remplissant le verre. Le liquide froid me donnait l'impression d'une vérité qui me glissait dans la gorge. Je fixais la surface de l'eau comme si elle contenait des réponses. Que se passerait-il maintenant? Qui le remarquerait? Qui me poursuivrait pour obtenir une explication? 1 heure plus tôt, je me serais précipité pour dissiper tout malentendu, pour rassurer Carmen sur le fait que j'étais le même homme qui aimait ses enfants, qui mourrait pour eux s'il le fallait. Ce soir, j'ai compris que l'amour avait des limites. Des limites que les cœurs sensibles et les portefeuilles vides ne pouvaient effacer. Je suis allé au salon et me suis affalé dans le canapé. Le coussin était encore modelé par les souvenirs du dimanche après-midi passé à lire des histoires à 2 têtes endormies. J'ai serré le verre entre mes mains et j'ai pensé à la chaleur de ses petits corps. À la façon dont ils s'étaient serrés contre moi lorsque le tonnerre avait fait trembler les fenêtres. À la façon dont ils avaient éclaté de rire lorsque j'avais fait une grimace. Les larmes ne sont pas venues. Je ne ressentais qu'une résolution tranquille m'envahir, comme si je sautais d'une falaise vers un vaste inconnu sans un regard en arrière. La télévision affichait la rediffusion d'un talk show, l'animateur donnant des conseils sur les finances familiales. L'ironie ne m'échappa pas. Je me levai, posai le verre sur la table basse et sortis par la porte d'entrée, laissant la maison plongée dans l'obscurité. L'air nocturne était frais, et je pris une profonde inspiration, savourant une liberté teintée de regret. Je fermai doucement la portière et me glissai dans la voiture, le moteur ronronnant. En m'éloignant, je repensai au coffre-fort scellé contenant mon affection. Aux enveloppes rangées dans le tiroir de la cuisine, et je compris que j'avais fait exactement ce que je devais faire. En transférant silencieusement l'argent des poches communes vers le secret, j'avais retrouvé une part de moi-même que je croyais perdue. Et avec cette reconquête, une force d'acier me serra, la promesse que plus personne ne me tiendrait pour acquise. Ce soir-là, après que la dernière vaisselle fut empilée dans l'évier et que le bourdonnement de la télévision de fin de soirée eut bercé la maison d'un silence somnol, je me suis réfugié dans mon bureau, le poids de chaque dette impayée pesant sur mes épaules. Mes pas étaient mesurés, réfléchis, tandis que je m'approchais de l'ordinateur de bureau où j'avais autrefois équilibré mes budgets avec fierté, certain que chaque dollar mis de côté constituait une pierre angulaire d'un avenir sûr pour Alyssa et Jordan. Maintenant, cette même pierre était ébranlée, et je me demandais si elle tiendrait un jour. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir, dont la surface était usée par les années d'utilisation, et je me suis connecté au compte bancaire familial. Les chiffres à l'écran, 6 chiffres destinés aux frais de scolarité, au logement, à la pension et aux frais de subsistance, me fixaient comme un néon de trahison. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier, tremblant, non pas de peur, mais de la conscience que j'étais sur le point de rompre le dernier lien visible qui me rattachait à cette vie de dévouement non réhabilité. Une à une, j'ai parcouru les pages, sélectionnant, transféré des fonds, marquant une pause pour confirmer qu'il s'agissait du bon compte,
celui auquel Carmen ne pouvait accéder sans ma permission. Le message de confirmation s'est affiché à l'écran, me demandant de vérifier le montant. J'ai posé la paume de la main sur la souris et j'ai expiré, me remémorant le dimanche après-midi passé à répéter les cérémonies de remise des toges dans le salon. Les promesses murmurées d'assister à leur premier cours pour les aider à s'orienter dans le nouveau monde étrange de l'orientation des étudiants de première année. Plus aucune de ces promesses n'avait d'importance. Surtout si elles s'accompagnaient d'un prix invisible. J'ai saisi le numéro de compte de destination, un nouveau compte privé que j'avais ouvert sous un pseudonyme, à mon nom, sans accès partagé. Un seul clic plus tard, la totalité du fonds universitaire a disparu de la visibilité commune, siphonné dans un réservoir secret de ma propre création. La barre de progression s'est remplie en quelques secondes, et un message a confirmé que le transfert était terminé. Un léger carillon a signalé ma décision irrévocable. Ma poitrine s'est serrée lorsque je me suis déconnecté et me suis adossé au dossier, fixant le solde vide là où le fonds de scolarité avait été affiché. J'ai fermé le navigateur et fait pivoter ma chaise vers la fenêtre donnant sur le jardin, où la balançoire reposait silencieusement au clair de lune. Je me suis souvenu des soirées de fin d'été où je saluais Alissa et Jordan tandis qu'ils dégringolaient des balançoires, en murmurant, il est temps d'entrer et de les guider par la porte de derrière. J'avais construit ce monde pour eux, étape par étape, dollar par dollar. Et maintenant, je l'avais démantelé d'un seul geste. Pourtant, tandis que l'air nocturne filtrait par la fenêtre légèrement entr'ouverte, j'ai senti un calme étrange m'envahir. La froide logique de la finance avait cédé la place à une impulsion plus chaleureuse. Pour rediriger ces ressources vers quelqu'un qui les chérirait, j'ai ouvert un deuxième onglet de navigateur et tapé « Nouveau compte épargne ». J'ai parcouru la liste jusqu'à trouver la banque régionale où Léa, la nièce de Carmen, m'avait un jour confié son rêve d'aller à l'université. Léa avait toujours été calme et sérieuse. Celle qui s'attardait après les réunions de famille pour m'aider à débarrasser les assiettes tandis que les autres s'éloignaient vers leurs écrans de téléphone et les dernières tendances des réseaux sociaux. Je me souvenais du jour où elle m'avait annoncé que la maladie de sa mère avait épuisé les finances familiales, faisant de ses ambitions universitaires une étoile lointaine. Ses yeux, brillants d'un espoir contenu, me hantent depuis. J'ai navigué jusqu'à la page de demande d'ouverture de compte et j'ai rempli les informations, son nom complet, son adresse postale temporaire, son adresse email d'étudiante. J'ai imprimé le formulaire, puis je l'ai signé d'un geste à la fois téméraire et vertueux. J'ai saisi ma propre adresse pour l'inscription afin de m'assurer que les relevés bancaires me parviennent en premier et que je puisse suivre les dépôts et m'assurer qu'ils soient bien adressés à Léa. Une fois le compte créé, j'ai fermé l'ordinateur portable et pris mon téléphone. J'ai feuilleté mes contacts jusqu'à trouver le nom de Léa. Mon pouce planait au-dessus du bouton d'appel en repensant à la toux de sa mère qui avait résonné dans la maison à Noël dernier. Comment les bénévoles étaient allés et venus avec des casseroles, sans jamais répondre aux vrais besoins, les frais de scolarité, les manuels, la chance de pouvoir entrer sur un campus sans crainte. J'ai appuyé sur « Appeler » et j'ai attendu que la ligne sonne. Le premier clic de sa messagerie m'a fait sursauter. Sa voix, hésitante, pleine d'espoir, saluait les appelants d'un doux « Salut, c'est Léa ». J'ai failli raccrocher, refusant de révéler les efforts que j'avais déployés pour garder ce secret. Puis j'ai pris une inspiration et j'ai appuyé sur « Enregistrer ». Léa, ai-je dit d'une voix ferme, malgré un cœur battant la chamade. C'est Miles. Je sais que ça peut paraître inattendu, mais j'ai ouvert un compte épargne à ton nom ce soir. Tu recevras une lettre à ton adresse avec tous les détails. Je voulais que tu aies cet argent pour tes études, afin que tu puisses aller dans un endroit qui valorise vraiment ton ambition. Tu n'as pas à dire à qui que ce soit d'où il vient, mais j'espère que tu l'utiliseras. Tu l'as mérité, et tu mérites chaque centime. Je me suis arrêté, imaginant ce sourire timide qu'elle m'avait adressé quand je lui avais demandé si elle voulait toujours y aller. Je crois en toi, ai-je ajouté doucement. Bonne chance, Léa. Puis j'ai raccroché, pressant le bord de mon téléphone contre ma tempe comme pour fusionner mes pensées avec les siennes. Le reste de la nuit s'écoula dans un brouillard de paperasse. Je me débarrassai de relevés bancaires, de vieux rappels de frais de scolarité, de toute trace de mon implication dans ce fonds. J'effaçai l'historique de mon navigateur et scotcha la webcam de l'ordinateur portable, geste symbolique pour me protéger des regards indiscrets. Quand je retournai enfin me coucher, la lune s'était décalée vers l'ouest et le côté du matelas de Carmen était froid et peu accueillant. J'étais allongé sur le côté, dos à elle, mon bras replié sous ma tête comme un bouclier. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas vide. Au contraire, j'étais déterminé.
J'avais pris chaque parfum destiné aux mains ingrates et je l'avais offert à quelqu'un dont la gratitude était gravée dans ses os. Le matin, je me réveillais avec la routine habituelle. Le cliquetis des assiettes du petit déjeuner, le vrombissement de la cafetière, le bruissement des pages du journal. Carmen me posait des questions sur le fond, sur le dépôt qu'elle attendait, sur le chèque jamais arrivé. Je souriais, hochais la tête et lui racontais le mensonge qui la rassurait. Mais sous ce calme acquis, je portais la conscience d'avoir choisi autre chose. J'avais refusé d'être le fantôme qui payait les factures sans qu'on me le dise. J'avais repris mon pouvoir en silence et l'avais confié à quelqu'un qui l'honorait. Et dans ce geste discret de réorientation, je m'étais enfin libéré du rôle que j'avais joué pendant bien trop longtemps. Le dimanche matin commença comme tant d'autres dans cette maison. L'arôme de l'expresso tourbillonnait dans le couloir, le cliquetis des couverts contre la porcelaine, et le murmure des conversations s'échappait de la cuisine. J'enfilai une chemise boutonnée impeccable et un pantalon chino, de couleur neutre pour ne pas attirer l'attention, et je me regardais dans le miroir du couloir. Ma cravate était droite, mes chaussures cirées, et mon visage arborait l'expression experte du mari et beau-père dévoué. J'emballai un petit cadeau pour le brunch de Carmen, une miche de pain au levain artisanal enveloppée dans du lin, et la descendis dans l'escalier. Dans la cuisine, la lumière du soleil filtrait par les fenêtres, baignant la pièce d'une lueur joyeuse. La table était dressée avec une nappe en lin, des assiettes en porcelaine et des couverts polis, et un vase de piani fraîche trônait au centre. Carmen se tenait au comptoir, dressant des toasts à l'avocat et étalant une pile de pancakes aux myrtilles. Trevor se tenait à proximité, les mains dans les poches, échangeant de temps à autre des bavardages enjoués avec les invités. « Bonjour », dis-je en posant le pain sur le comptoir. Ma voix était posée, chaleureuse même. Carmen se retourna, son chemisier blanc flottant au vent tandis qu'elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle sourit, de ce sourire immaculé et rassurant qui disait que tout allait bien, quoi qu'il en soit. « Tu es à l'heure », dit-elle en me prenant par le bras pour me guider jusqu'au bout de la table. « J'ai pensé que tu avais peut-être oublié l'heure. » J'ai haussé les épaules, jouant le rôle du conjoint légèrement troublé. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Trevor leva les yeux au ciel d'un air espiègle de l'autre côté de la pièce, et Carmen et lui échangèrent un rapide regard. Je laissai passer l'instant sans commenter, l'estomac noué par une boule qui n'avait rien à voir avec la faim. Les invités arrivèrent, des voisins, quelques amis de fac de Carmen et le meilleur ami de Jordan, Alex, dont les parents avaient toujours été plus intéressés par leur téléphone que par la conversation. Je saluai chaque visiteur d'un hochement de tête ou d'une poignée de main, acceptant les compliments sur le pain et les demandes de nouvelles. Je murmurai les réponses d'usage, « Je vais bien. Ravi de te voir. » Carmen fit un travail formidable. Pendant ce temps, je cochais mentalement les questions qui allaient bientôt jaillir comme autant de graines semées sur un sol stérile. As-tu réglé la compte? As-tu parlé à la banque? Quand pouvons-nous espérer recevoir l'argent des frais de scolarité? Carmen était assise au bout de la table, rayonnante de blanc, se penchant en avant pour me présenter comme si j'étais une invitée d'honneur chez moi. L'ironie était presque risible. Nous prîmes place et Carmen leva son verre de mimosa. À la famille, dit-elle joyeusement. Vers un nouveau départ. Les invités ont fait l'écho au toast, faisant teinter leur verre autour de la table. Je sirotais le mien pensivement, laissant les bulles se déposer sur ma langue tandis que je regardais Carmen se poser sur moi, une question dissimulée dans son sourire. Je soutins son regard, puis détournai les yeux pour inspecter l'assiette devant moi. Des œufs bénédicts parfaitement disposés, des pointes d'asperges, un filet de sauce au lent. C'est magnifique, dis-je. Merci. Elle se gonfla de fierté au compliment, sa poitrine se soulevant comme si elle avait exhalé sa gratitude dans la salle. La conversation s'engagea autour de nous. On parlait de météo, de projets de vacances d'été, d'actualités locales. Puis Trevor se pencha en avant, s'éclaircissant la gorge. Alors, Miles, à propos de l'aide financière pour les frais de scolarité. Des nouvelles? Les enfants doivent finaliser leurs affectations en dortoir. Son ton était décontracté, mais ses mots me frappèrent comme des pierres dans un étang tranquille. Une vague de tension parcourut la table. Le sourire de Carmen se crispa et ses yeux se posèrent sur les miens. J'ai baissé la tête comme pour inspecter le schéma de mon toast et j'ai dit, j'attends toujours la confirmation de la banque. Cette phrase s'est déposée sur la table comme de la poussière. La tante préférée de Carmen, Madame Davenport, a soupiré. Miles, nous savons tous que tu gères ses finances depuis des années.
Ça ne doit pas être si compliqué. Sa voix était douce, mais ferme, exigeant des précisions. J'ai avalé, puis j'ai hoché la tête. Ça prend juste plus de temps que prévu, ai-je dit. Les banques peuvent être lentes. Les examens internes des vacances. Je me suis arrêté, croisant le regard de Carmen. Elle a souri, soulagée, et m'a serré la main sous la table. Les invités ont murmuré une odeur et la conversation a dévié sur le sport du week-end. J'ai expiré silencieusement, la poitrine se détachant comme si j'avais traversé une tempête. Carmen a repris ses questions en mangeant du pain. Miles, mon chéri, es-tu sûr que ce n'est pas un problème de paperasse? Je peux peut-être appeler le conseiller. J'ai gardé un ton doux. J'apprécie. Je t'aime, mais c'est la fin de la banque. Je ne veux pas importuner les enfants avec des nouvelles. Mes mots flottaient comme un bouclier. Elle hocha la tête, les épaules se détendant. Bien sûr, dit-elle. Je veux juste aider. Je lui adressai un sourire rassurant qui, je l'espérais, dissimulait l'inflexibilité de mon regard. J'avais déjà transféré toutes les odeurs sur mon compte privé. Il n'y eut aucun retard bancaire, seulement le silence de ma résolution. Tout au long du brunch, j'ai continué à jouer mon rôle, levant mes verres et trinquant, répondant aux questions sur les rénovations à venir, riant aux blagues de Trevor même lorsqu'elles tombaient à plat. J'observais Carmen sourire à ses amis, inconsciente de ma défiance silencieuse. Elle pensait me coincer, persuadée que le pouvoir résidait dans ses questions pressantes et ses accusations polies. Mais ces dernières semaines, j'avais appris que le pouvoir se déplace discrètement, au-delà de toute attente. Je n'étais plus la présence fantomatique qui payait des factures invisibles. J'étais l'architecte de mon propre avenir, les ressources étant redirigées vers quelqu'un qui les valorisait vraiment. Lorsque le dessert arriva, une délicate tarte au citron et des fruits rouges frais, je sentis un calme détaché m'envahir. Carmen passa derrière moi pour remplir mon verre d'eau, les doigts effleurant mon épaule. « Merci pour ce geste », murmura-t-elle d'une voix teintée de soulagement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Je penchai la tête et lui adressai un sourire compatissant. « On est une équipe », murmurai-je en retour, laissant le mensonge s'échapper doucement de mes lèvres. Elle acquiesça et retourna à table. Une fois le repas terminé, les invités s'attardèrent pour discuter par deux. Je rassemblai les assiettes vides et les empila discrètement près de l'évier, tandis que Carmen voltigeait parmi ses amis, vantant toujours le brunch qu'elle croyait avoir été sauvé grâce à mon attention opportune. Je l'observais depuis le seuil de la cuisine, les lumières de l'après-midi illuminant son visage, lui faisant briller les cheveux. Elle était pleine de bonnes intentions, mais aveugle au fait que la partie était déjà terminée. Je finis la vaisselle, m'essuyai les mains sur une serviette et entrai dans le salon où tout le monde s'était réuni autour de la table basse. « Merci encore, Miles, dit Carmen en me tapant le bras. Faites-moi savoir si vous avez besoin de rien d'autre. J'ai hoché la tête, murmure, je ferai l'affaire. Et puis s'est détourné, se déplaçant vers la porte d'entrée. Les invités ont commencé à déposer, offrant des adieux polis. J'ai ouvert la porte, sentant la chaleur du soleil et de la liberté dans l'air. Carmen est apparue derrière moi, son souffle qui se retrouvait en entrant dans la lumière du soleil. Elle a tendu la main comme pour m'arrêter. « Attendez, Miles, qu'en est-il des frais de scolarité ?» Elle a appelé, la voix vacillant. Je m'arrêtai, une main sur le bouton de la porte, et je lui ai envoyé un sourire serein. « Je vais m'en occuper, dis-je doucement. Ne vous inquiétez pas. » Puis j'ai fermé la porte derrière moi, la laissant debout là, stupéfaite alors que le porche avançait. J'ai descendu les marches sans regarder en arrière, la porte cliquant sur nous. À ce moment-là, je me sentais plus léger que depuis des années. Plus lié par des dettes invisibles, mais habilité par un choix qui m'appartenait entièrement. Le téléphone sonna juste au moment où la première lumière de l'aube s'est glissée à travers la fenêtre de la cuisine, son ton strident coupe le calme comme un fouet. J'ai atteint le comptoir, la paume en brossant la porcelaine fraîche de ma tasse de café et en faisant taire l'alarme avant de saisir le combiné. L'écran affichait le numéro de Carmen en rouge, et j'ai senti un nœud se resserrer dans ma poitrine. J'ai pressé la réponse avec un calme mesuré. « Miles, c'est la banque. » La voix de Carmen a craqué à travers la ligne. « Ils viennent d'appeler, » a déclaré le dépôt qui n'a jamais réussi. Le bureau d'orientation m'appelle aussi. Jordan et Alyssa ne peuvent pas emménager dans leur chambre. Là, ils sont coincés à l'extérieur du dortoir. Ces paroles dégringolaient dans une ruée, le désespoir tissé entre chaque syllabe.
Je me suis penché contre le comptoir, le cœur en faisant le coup alors que j'imaginais mes enfants qui armaient les trottoirs en béton du quad du campus, aux yeux fatigués sous un ciel tôt le matin, en agrippe les valises qu'ils ne pouvaient pas déballer. Je suis désolé, dis-je doucement, voix basse, contrôlée. Permettez-moi de les rappeler. J'ai cliqué et composé le numéro de service client de la banque, la voix automatisée me guidant à travers des menus que je connaissais par cœur. Appuyez sur 1 pour les soldes de compte. Appuyez sur 2 pour les demandes de transaction. Ma paume planait silencieusement sur 2, puis 0 pour parler avec un représentant. J'ai écouté poliment la boucle de la musique de Hold, fredonnant son air stérile, et j'ai attendu qu'une personne vivante vienne en jeu. Bonjour, c'est Miles Carter. J'ai parlé délibérément. J'appelle sur un transfert prévu hier. J'ai besoin de confirmation. Il a traversé. Une pause, puis le bruissement poli de la paperasse. Oui, monsieur Carter. Je vois votre compte ici. Aucun dossier du retrait du compte syndical ou de la demande de transfert. J'ai haussé un sourcil même si elle ne pouvait pas me voir, donc l'argent n'a pas été déplacé. J'ai répété. Elle l'a confirmé. Le monde se déplaça sous moi comme un sol qui donne la place. J'ai raccroché et j'ai regardé le comptoir vierge comme si les paroles de Carmen étaient un écho fantôme qui n'appartenait plus à la réalité. Elle a dû dire autre chose. Peut-être que la banque s'est trompée ou que le traitement a été retardé. Mais cela n'avait pas d'importance. La vérité a pressé mes côtes. J'avais pris chaque centime destiné à Alyssa et Jordan, je les réacheminé dans mon compte privé. Il n'y avait pas de dépôt. Il n'y avait jamais eu de dépôt. J'ai tapé le téléphone contre ma paume, envoyant une vibration à travers le comptoir à grains en bois. Mon café, oublié, est devenu froid. Les images ont flashé dans mon esprit. Alyssa, des larmes brouillant sa casquette et sa robe parfaite alors que les conseillers en orientation secouaient la tête. Jordan, les bras croisés, le visage rougissant d'humiliation alors qu'il recula, le téléphone pressé vers son oreille. Carmen, se précipitant dans la paperasse avec des mains tremblantes, ses yeux se sont bordés en rouge alors qu'elle tentait de retracer les fonds manquants. Ma poitrine a pincé, mais je ne regrette pas le choix que j'avais fait. J'ai rappelé Carmen avant qu'elle ne puisse m'appeler à nouveau. Sa salutation était pleine d'espoir. Miles, a-t-elle dit. Êtes-vous là? J'ai pris un souffle stable. Oui, répondis-je. La banque dit qu'il n'y a pas eu de transfert. Je suis désolé. Le silence a suivi. Puis la voix de Carmen, tremblant avec incrédulité. Que voulez-vous dire? Pas de transfert. Je l'ai laissé se calmer pendant que je mesure mes mots. Je pensais que je l'avais manipulé, mais il semble que je ne l'ai pas fait. Elle a fait une consommation. Je ne peux pas obtenir leurs clés. Vous les laissez pleurer? Tu m'as laissé mendier? Elle n'a pas attendu que je réponde. Elle a raccroché. La date limite pesait lourdement dans ma main. J'ai regardé le téléphone comme s'il était devenu l'instrument de ma confession. J'ai versé du sucre dans mon café, remuant jusqu'à ce que les cristaux se dissolvaient, mais rien de sucré, la résolution amère que j'ai goûtée. Une demi-heure plus tard, je les ai trouvés. Alyssa près d'un groupe de guides d'orientation, de sa casquette, des joues striées de larmes et de la Jordanie en train de faire quelques pas, des épaules penchées, de la recherche de la brique dans la pellicule du matin. Papa, dit-elle, une voix petite. Nous avions une foi. Je me suis agenouillé à côté d'elle. Je suis vraiment désolé, dis-je. Je pensais que je l'avais fait. J'ai fait une erreur. Elle renifla, appuyant une main vers sa joue. Nous ne pouvons pas emménager, murmura-t-elle. Ils ont dit sans paiement. Nous n'avons pas de chambre. Jordan s'est joint à nous, les bras pliés, la mâchoire serrée. C'est une sorte de blague, a-t-il demandé. Sa colère était brute, authentique. J'ai regardé dans ses yeux, tellement comme celle de sa mère. Et j'ai senti que le paiement de la responsabilité se transforme en remords. Ce n'est pas une blague, j'ai dit. Je suis responsable. Je voulais tester si vous m'appréciez vraiment. Je ne fais pas de la voix. Aujourd'hui, elle a jeté un coup d'œil à Jordan Carter, allez-vous payer le dépôt aujourd'hui? Elle a demandé avec gentillesse, presse-papier à la main. J'ai rencontré son regard et j'ai secoué la tête. Non, dis-je. Le guide fronça les sourcils, puis je me suis retiré pour parler avec son superviseur.
Je me suis retourné vers mes enfants. Je voulais que vous compreniez ce que cela ressentait, dis-je, la société vocale, bien que tous les armes soient des bras. Face incertain. We didn't mean, et bugant. Alyssa interrupted gently. We know you love us, she said. But love isn't counting paycheck. She stood, smoothing her gown. Well figure this out. She motioned to the dorm where two orientation counselor gesture toward another wing. We have option one said. He rose, brushing grass clipping from my knees. Carmen appeared on the edge of the scene. Phone in hand, tears dans ses yeux, son visage un portrait de regret. Et Jordan, debout malgré leurs vestes humides avec la nette. Puis je me suis retourné vers Carmen. J'ai arrêté l'argent alors tu me vois, dis-je, la voix stable. Maintenant vous avez. Les yeux de Carmen se remplissaient. Elle avala, puis chuchota. Je suis désolé. J'ai hoché la tête une fois, puis je me suis écarté alors que le guide d'orientation a conduit Alyssa et Jordan vers un autre bâtiment. Derrière moi. Carmen s'avança, hésitant avant qu'elle n'enroule ses bras autour de moi, me serrant fermement. J'ai fermé les yeux contre son épaule, sentant le tremblement de ses excuses vibrer à travers mon corps. Je suis resté immobile, laissant l'air frais du matin emporter les derniers éclats de ma colère. Quand je me suis finalement retiré, Alyssa et Jordan se tenaient devant nous. Les yeux d'Alyssa brillaient de détermination. Faisons cela, a-t-elle dit. Ensemble. Jordan a offert un signe de tête raide. Je les ai regardés, réalisant que ce jour nous avait fracturés, mais cela nous avait également rendus plus réels. J'ai tendu dans ma poche, j'ai senti le métal froid de ma clé de voiture et je l'ai jeté. Retournons à la maison, dis-je, firme vocale. Nous avons du travail à faire. Ils sont montés dans ma voiture, les épaules au carré, et je les ai suivis, prêts à reconstruire la confiance, une brique et un paiement de scolarité à la fois. Je suis arrivé au barbecue de l'arrière-cour juste au moment où les flammes du grill se sont éloignées de la vie, envoyant des vrilles de fumée se recroquevillant vers le ciel de l'après-midi. Des voisins et des amis ont frappé autour des tables pliantes chargées de salades de pommes de terre, de salades de choux et de poulet frit signature de Carmen. L'air était épais avec l'odeur du charbon de bois, du rire et du faible coup de conversation. Normalement, j'aurais été celui qui retourne les hamburgers par le grill, saluant chaque invité avec un sourire et une recharge sur leur boisson. Aujourd'hui, cependant, je me suis attardé au bord de la cour, les bras croisés, regardant les visages que j'avais essayé si fort pour gagner contre le démêle et la confusion. Carmen se tenait au centre de tout cela, sa robe de soleil blanche tachée de flexions de sauce, et son expression enseignait avec fureur alors qu'elle affronte n'importe qui a attendu trop près. Quand quelqu'un a mentionné avec désinvolture l'argent du collège, elle a éclaté. J'ai entendu sa voix s'élever au-dessus du bavardage général, tranchante comme un fil cassé. Il a pris l'argent. Il a tout ruiné. La conversation a bégayé. Le voisin qui avait fait l'éloge de ma salade de pommes de terre maison a gelé la mythe à middle, les yeux se précipitant de Carmen à moi comme s'il attendait une explication de ce virage inattendu. Je me suis avancé, déterminé à assister à cet effondrement intégralement. J'ai trouvé ma place près de la table de pique-nique, pliant mes bras et observant tranquillement comment la puissance se déplace lorsque le contrôle est reposé. Le visage de Carmen a été rincé alors qu'elle pointait un doigt accusant dans ma direction. Miles, comment pourriez-vous? Nos enfants se précipitent. Leur avenir est en jeu. Et toi? Elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, remarquant les regards curieux de la foule de rassemblement. Mon silence était suspendu dans les airs comme une question sans réponse, ce qui a incité l'un des invités, Monsieur Patel de la porte à côté pour se vider la gorge. Carmen, dit-il soigneusement. J'ai vu Alyssa plus tôt. Elle était tellement bouleversée. Elle a quitté l'événement du campus. Sa voix vacilla. Est-ce vrai? Miles a vraiment détourné le fonds collégial? Les têtes hochaient la tête et les chuchotements ont-ils enfilé le groupe. J'ai senti les yeux sur moi, un peu sympathique, un accusateur, le plus simplement étonné. J'ai décroisé les bras et j'ai fait un pas en avant. Oui, dis-je, la voix portant suffisamment pour atteindre le bord éloigné de la cour. J'ai fait des mots. J'ai tenu mon terrain, rencontrant le regard incontournable de Carmen. Brouiller les serviettes en papier sur la table. Pulvériser. Vous pensez que vous êtes un héros? Vous pensez que vous avez le droit? Je me rapprochai, adoucissant mon ton.
Je pense que j'avais le droit de décider où ma contribution importait le plus. 14 ans de sacrifice méritent une reconnaissance. Je voulais que nos enfants comprennent ce que ça fait de perdre quelque chose qu'ils tenaient pour acquis. Mes paroles ont atterri entre nous avec le poids de la vérité. Le visage de Carmen froissé, la frustration laissant la place à une blessure brute. Elle a regardé les invités, puis de me retourner comme s'il cherchait la validation. Au lieu de cela, elle n'a trouvé qu'une sympathie tranquille. Jordan, qui s'était tenu sur le côté, les bras pliés, secoua la tête. Sa voix, généralement si pleine de bravade adolescente, sortait bas. « Papa a raison, dit-il en marchant à côté de moi. Nous avons gâché. Nous n'avons jamais vu ce que vous avez fait pour nous. Nous ne vous avons jamais remercié. » Son admission était suspendue dans les airs. Une confession qui a coupé plus profondément que toutes les accusations de Carmen. Alyssa est sortie de la zone de swing, sa casquette et son gland de robe toujours épinglés à son chemisier. Elle m'a regardé, les yeux rouges mais clairs. « Je suis désolée, a-t-elle dit doucement, une voix stable malgré les larmes brillantes contre les coins de ses yeux. J'aurais dû vous remercier, les invités ont murmuré leur accord. Même Trevor, debout maladroitement à l'arrière, a déplacé son poids. Moi aussi, marmonna-t-il sous son souffle. L'expression de Carmen a scintillé entre le soulagement et la honte. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot est venu. Alors qu'ils ont fait face à des retombées avec moi. Tranquillement. Et le dernier invité a fait un signe d'adieu, j'ai trouvé Alyssa et Jordan empilant des tasses vides par le grill. Ils avaient l'air fatigués mais déterminés. Jordan glissa un bras autour de ma taille. Allez, dit-il. Sortons d'ici avant que maman ne pleure plus fort. Alyssa se pencha contre mon épaule et sourit. Merci, elle a chuchoté pour tout. Je les ai guidés vers la voiture, la cour désormais déserte, à l'exception du parfum persistant du barbecue et de la légère lueur de lumière de fée toujours suspendue au-dessus du chemin de pierre. Carmen a émergé à la porte, les yeux rouges mais pleins d'espoir. Elle hésita puis entra sur le porche. Miles, elle a commencé à voix épaisse. Je l'ai rencontrée à mi-chemin, offrant ma main. Elle l'a pris et je l'ai tiré dans une étreinte douce. Je suis désolée aussi, murmura-t-elle dans mon épaule. Je ne t'ai jamais vu. Je vous pardonne, j'ai répondu doucement. Quand je me suis retiré, j'ai vu des larmes dans ses yeux, mais aussi un scintillement de compréhension. Derrière elle, les tables de barbecue vides brillaient dans la lumière du porche, la nuit qui se cloue autour de nous. Pour la première fois depuis des années, nous nous sommes tenus ensemble sans prétention, écoutant les uns les autres. La vulnérabilité dans ce silence, j'ai reconnu que la véritable fusion a été l'effondrement des hypothèses tacites, la chute d'une façade construite sur la commodité et la négligence. Moment qui nous avait conduits là-bas. Miles. Mon pouce a plané sur le message pendant un moment avant de taper pour l'ouvrir. L'écran rempli d'une photo de Léa se tenant devant sa porte de dortoir fraîchement peinte, ses yeux brillants que les lumières du campus derrière elle. Pas parce que quelqu'un devait le faire, mais parce que quelqu'un l'a choisi. Merci, Miles. L'image avait déjà accumulé des dizaines de likes, de commentaires de voisins, de professeurs et de vieux amis qui se souvenaient de l'homme calme qui a autrefois traîné les manuels de Léa, et lui a offert une main régulière. Mon souffle prit dans ma gorge. Je relis les mots, chaque syllabe une bombe à la douche que j'avais préparée depuis mon jour. Chaise, le bourdonnement du climatiseur est soudainement conforme à la chaleur à travers ma poitrine. Rappelons le samedi matin lorsque j'ai pelleté la neige des allées. Notant comment je me suis porté volontaire dans la bibliothèque. Des amis émerveillants que j'avais toujours montrés sans fanfare ni attente. Les applaudissements numériques semblaient surréalistes comme si l'image elle-même avait jeté la lumière dans tous les coins sombres de mon passé. Le mot se propage rapidement. À midi, les messages ont commencé à arriver sur mon téléphone. Non seulement des collègues scolaires qui ont salué ma générosité, mais aussi des connaissances antérieures dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Un ancien patron a tendu la main pour me féliciter. Un vieil ami du collège a envoyé une note privée. Vous avez toujours été le plus fiable. Heureux que le monde s'associe. Même le journal local avait repris l'histoire. Le beau-père local finance l'éducation de Niek. Sparks la gratitude communautaire. J'ai cligné des yeux à l'écran. Mes actions, autrefois cachées à la vue derrière les formes fiscales et les transferts bancaires, ont été soudainement au centre de la scène.
Je me suis connecté à Facebook pour voir que le cercle d'amis de Carmen avait également partagé le message. Leurs commentaires allaient de « quel beau geste, souhaité en savoir plus tôt ». Mais j'ai aussi remarqué quelques réponses en colère. Mère de Carmen peut-être, qui a écrit « et mes petits-enfants » et quelques voix défendant le droit d'Alyssa et de Jordan à cet argent. Je les ai dépassés sans tressaillir. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais plus demandé l'approbation de tout le monde. La gratitude d'une nièce et de sa mère était suffisante. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. J'ai regardé l'idée de l'appelant. Carmen, mon cœur battait, mais je l'ai fait taire et laissé l'appel aller à la messagerie vocale. J'ai regardé la notification non lue s'attarder, voulant profiter de cette reconnaissance non filtrée avant qu'elle ne soit emmêlée à sa place. Elle appellerait assez tôt. Je savais parce que les mêmes personnes qui avaient applaudi mon nom lui diraient ce que j'avais fait et comment le monde m'a vu maintenant. J'ai éteint l'écran et je me suis tenu, en m'éloignant de la technologie qui a diffusé et validé mon choix. À 15 heures, je me tenais dans le hall de mon immeuble de bureau, attendant de partir. Le gardien de sécurité m'a donné un signe de respect, murmurant « A vu ce poste sur votre nièce. Bravo. » J'ai souri, un véritable sourire qui a atteint mes yeux et je l'ai remercié. Je suis entré dans la lumière du soleil de la fin de l'après-midi, sentant sa chaleur sur ma peau comme si c'était une affirmation de valeur. Le trottoir de la ville s'est effondré autour de moi, mais je me déplaçais dans la foule avec une nouvelle légèreté, comme si chaque trottoir faisait écho au clic de Milan à la vertu de la Sierre qui a été en train de voir des voitures qui ont été des étrangers qui ont reconnu mon histoire. Carmen, debout de la rue en larmes, agrippant un petit sac de biens. Mon dos et je suis parti. La culpabilité, seule une certitude calme que ce chemin, autrefois si lourd d'obligations, avait changé sous mes pieds. Carmen Sanglot se leva derrière moi, mais je ne me suis pas tourné. Avec chaque bloc que je mets entre nous, j'ai ressenti le poids de 14 ans de dévotion ingrat à soulever, remplacé par la fierté silencieuse d'un homme dont le choix s'était ondulant bien au-delà des murs de sa propre famille. Au moment où j'ai atteint la rue familière où j'avais d'abord redirigé les fonds, le soleil coupait bas et les lampadaires scintillaient. Je m'arrêtai au coin, jetant un coup d'œil en arrière une fois. Carmen se tenait seule, le vent tirant sur ses cheveux, une silhouette solitaire au milieu du flou de la circulation et des piétons. J'ai serré ma mâchoire contre toute sympathie persistante, sachant que son chagrin faisait partie des conséquences que j'avais choisies. Avec une profonde inspiration, je me détournai à nouveau, la tête haute. Le message est resté actif sur mon téléphone, un témoignage numérique d'un acte de gentillesse qui a refusé de rester caché. Demain, je faisais face à Carmen, affronterais mes enfants, face à chaque question sur la loyauté et l'amour. Mais ce soir, j'ai laissé l'écho de « Merci, Miles » me transporter. La lampe de rue scintillante. Fermez fermement la porte derrière moi. Dans ma main, j'ai tenu la simple clé d'argent, le symbole de l'autonomie que j'avais sculpté avec un seul tour de destin décisif. Aucune boîte de déménagement n'a encombré le couloir. Pas d'écho familier de rire ou d'arguments, juste le bourdonnement bas de la ville au-delà de ma porte. J'ai grimpé l'escalier étroit jusqu'au 2e étage. Chaque pas un rythme délibéré marquant jusqu'où je m'éloignais d'une vie où j'avais toujours été le gars qui a payé les factures. La porte de mon unité était prête, sa peinture fraîche, la plaque de nom lisant simplement Miles C. J'ai inséré la clé, je l'ai tournée et j'ai entendu le verrouillage cliquer sur ouvrir. À l'intérieur, l'espace était propre et vide. Mur blanc, plancher de bois, un seul plafond. J'ai franchi le seuil et j'ai arrêté au centre de la pièce, les mains dans mes poches, prenant le silence. C'était comme un potentiel, comme une page vierge, en attendant une histoire que j'écrirais pour moi-même. Derrière moi, la lumière du hall scintillait alors que Carmen se dirigeait vers la porte. Ses pas étaient provisoires, le tapis doux étouffant son approche. Je me tournai pour la voir encadrée dans le couloir, les yeux gonflés des larmes, les joues pâles à la lampe. Elle ouvrit la bouche et je pouvais entendre le tremblement dans sa voix avant que ces mots ne se forment. « S'il vous plaît, Miles, ne fais pas ça. » Je lui ai tenu le regard sans tressaillir. Ma gorge était serrée. Pas de la culpabilité, mais de la gravité du moment. « Carmen, dis-je tranquillement. J'ai essayé d'être dans votre histoire depuis 14 ans. J'ai payé chaque facture, tenu chaque main, essuyé chaque larme, mais vous ne vouliez jamais de moi là-bas. Pas vraiment. » Mes paroles tombaient entre nous comme des pierres lentes et délibérées. Elle avala. « J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Ce sont aussi mes enfants.
Je vais réparer ça. Je vais les faire s'excuser. Je vais récupérer l'argent. Elle a fait un pas hésitant comme s'il demandait la permission. Je me redressai, les mains tombant sur mes côtés. Non, répondis-je doucement. C'est fait. J'ai fini de jouer. Les épaules de Carmen s'affaissèrent. Elle leva une main tremblante à sa bouche comme si elle avait goûté à son propre regret. Je l'ai regardée. Cette femme que j'avais aimée. Ce partenaire qui ne m'avait vu que comme un ATM en me voyant pour qui j'étais vraiment, un homme aux limites et à la fierté. Je te souhaite bonne chance, dis-je, se détournant pour faire face à la pièce vide. L'ampoule au-dessus unique jette mon ombre longtemps sur le sol. Au revoir, Carmen. Elle est restée dans l'embrasure de la porte alors que je montais à la fenêtre, regardant la rue ci-dessous. Je ne l'ai pas entendue partir. Je ne sentais que le clic de ses talons en reculé dans le couloir. Le silence s'installe à nouveau autour de moi. Un silence plus profond que tout ce que je connaissais, mais il ne se sentait plus vide. C'était comme une libération. Je mets la clé de l'appartement sur le rebord de fenêtre étroit à côté d'une seule plante en pot que j'avais apportée plus tôt. Puis je me dirigeai vers la porte, la fermer doucement et tourner la serrure. Le dernier adieu a été scellé. Et pour la première fois, j'ai compris que s'éloigner n'était pas une fin. Ce fut le début de ma propre histoire. J'ai rencontré Léa à la banque tôt le lendemain matin. Le ciel pâlit toujours et les rues de la ville se sont déroulées et down et calmes. Elle attendait par la fenêtre de la Dichette, serrant une seule feuille de papier, ses nouvelles informations de compte. Quand elle m'a vu, ses yeux s'écarquillèrent de surprise et un sourire provisoire se courba ses lèvres. J'ai atteint la poche de mon manteau et lui ai tendu une petite enveloppe. C'est tout, dis-je doucement. Pas de corde. Vous l'avez mérité. Ses doigts tremblaient en ouvrant le seau et en dépliant la lettre à l'intérieur. Elle a lu ma brève note, des mots d'encouragement, un rappel de sa propre force, et j'ai regardé son visage fleurir avec gratitude. Des larmes ont jailli dans ses yeux alors qu'elle leva les yeux, la voix attrapant, « Merci, Miles. Je promets que je te rendrai fier. » J'ai hoché la tête, sentant une chaleur serrée dans ma poitrine. Pour la première fois, je ne me faisais pas mal à remarquer. Je me contentais de donner simplement. Plus tard, je suis passé devant la vieille maison une dernière fois. Des camionnettes en mouvement bordent l'allée, à moitié chargées de meubles et de boîtes. Carmen s'assit sur le pas du porche, la tête s'inclina, les épaules penchées sous un cardigan fané. Jordan et Alyssa ont plané près de la porte d'entrée, silencieux et maladroits dans leur propre peau. J'ai ralenti, puis j'ai arrêté. Ils levèrent les yeux pendant que je tuais le moteur. Les yeux de Carmen ont rencontré les miens, et pendant un moment, j'ai vu les excuses là-bas, la reconnaissance que j'avais longtemps recherchée. J'ai roulé dans la fenêtre. Au revoir, dis-je simplement. Alyssa s'avança, la voix douce. Merci pour tout, murmura-t-elle. Jordan hocha la tête, incertain. Les lèvres de Carmen tremblaient en ajoutant. Je suis désolé que ça m'a pris si longtemps. J'ai offert un bref sourire indulgent. Prenez soin les uns des autres, dis-je, puis ferma la fenêtre et recula sur la route. Alors que la maison s'éloignait dans mon rétroviseur, ses fenêtres sombres et vides, je ne ressentais aucun regret, seulement un sentiment d'achèvement. La lumière du matin m'a guidé vers le campus de Léa, vers de nouveaux débuts et des possibilités inexplorées. J'avais été l'homme qui avait payé les factures. Maintenant, j'étais l'homme qui a changé de vie. Et pendant que je continuais, j'ai compris que personne n'était laissé à blâmer. Seulement des vies laissées à reconstruire, y compris la mienne.